C'est avec un très grand plaisir que j'accueille aujourd'hui M. Éric Charpentier pour cette 5e et avant-dernière conférence du cycle académique 2016-2017. C'est un grand honneur de l'accueillir. Éric Charpentier a un curriculum vitae, outre le fait qu'il a été un de mes étudiants préférés, a un curriculum vitae impressionnant. Il est élève de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques. Il a un DEA en informatique fondamentale, un DEA de recherche opérationnelle de l'Université de Dauphine. J'en bafouille tellement je suis ému de le revoir. Last but not least, il est diplômé du master de technique financière de l'ESSEC, première promo, qui est sorti en 86 ou 87, 86. Donc, bienvenue à la maison, Éric. C'est avec un grand plaisir que nous t'accueillons. La carrière professionnelle d'Éric est marquée par une très très grande régularité et une grande unité de parcours. Essentiellement, il a dévoué sa carrière et ses grands talents au secteur mutualiste, pris dans un sens très général. Il va évidemment nous expliquer ça en détail. Il a commencé cette carrière par créer une société financière qui s'appelle FinanceDair, qui était la société financière de toutes les sociétés de développement régional. Donc, cette société de développement régional, on voit déjà que ce n'est pas un secteur bancaire traditionnel. Et il y a gravi tous les échelons jusqu'à en devenir le directeur général. Dans la même période, il a été secrétaire général de l'association française ANSDER des sociétés de développement régional. Et puis, donc ça, c'était jusqu'en 1998. En 1998, il est nommé directeur général adjoint. Là, il va à Lille, chargé du pôle finance et entreprise du groupe qui est ici, Crédit Mutuel Nord Europe. Et il en devient en 2004 le directeur général délégué pour tout le groupe. Et depuis 2006, Éric est directeur général du groupe dont je viens de parler, CNME. Et en plus de ça, il est directeur général de la partie France. Il a la présidence du comité de direction de la partie Belgique. Il a la présidence du comité de surveillance de la société d'asset management, qui s'appelle NE Asset Management, je crois. Et donc, vous pouvez imaginer combien il est occupé. Et malgré ça, il a accepté de venir nous parler ce soir, ce dont je le remercie extrêmement chaleureusement. Donc, Éric, tu es chez toi. And the floor is yours. Bien, bonjour aux uns et aux autres. Merci Patrice pour ces propos. Mais évidemment, le seul fait marquant de mes études est de t'avoir eu comme professeur. Et bien sûr. Le reste est tout à fait anecdotique. Donc, je ne reprendrai pas quelques expressions bien connues de toi qui restent gravées dans ma mémoire. Tu peux. Mais tu m'as demandé de parler un petit peu des spécificités des groupes bancaires mutualistes. Alors, je ne suis pas sûr que chacun d'entre vous ait une idée très précise de ce qu'est un groupe mutualiste. Donc, j'ai pendant une dizaine de slides donné quelques caractéristiques d'un groupe mutualiste. Et puis, je dirais qu'en creux, ça vous donnera déjà des idées de ce que peut être la stratégie d'un groupe mutualiste. Et puis, on insistera sur ce point tout au long de l'exposé. Et puis, suivant le vieux principe, quand on conclut un exposé, il faut donner une piste de réflexion. Et la piste de réflexion, c'est peut-être, tout ça c'est bien gentil, mais est-ce que banque capitaliste, banque mutualiste, quel est leur avenir et qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est à mon avis un sujet qui pourra nécessiter que je revienne l'année prochaine pour compléter mon propos. Avec plaisir. Bien. Alors, il était une fois,
qu'est-ce que c'est qu'une banque mutualiste? Clairement, une banque comme les autres. Est-ce que c'est vraiment une banque comme les autres? Et puis, je parlerai des menaces qui pèsent à la fois sur les banques mutualistes et de façon générale sur la sphère financière. Alors, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais peut-être pour préciser 2 ou 3 points par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Patrice. Les structures mutualistes, et je vais y revenir, sont... Bon, je reviendrai au fur et à mesure. Alors, il était une fois. Qu'est-ce que c'est? On fait un peu d'étymologie. Tout ce qui est la réciprocité, le mutualisme, du latin mutuus, on est très content. Ce qui est important, c'est que, de façon fondamentale, ça s'appuie sur tout ce qui est principe de solidarité et d'entraide mutuelle. Donc, c'est comment, et c'est très important, même par rapport au dernier point que je traiterai sur les menaces, c'est comment on peut gérer des cas individuels dans le cadre d'une mutualisation des soucis, des remarques, des conflits d'intérêts éventuels. Ce sera le sens de mon propos. Alors, il y a 4 grands réseaux mutualistes, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel, les banques POP et les caisses d'épargne, même si aujourd'hui, juridiquement, elles sont rattachées à un même établissement, à un même organe central. Alors tout ça, ça date du XIXe siècle, avec à la fois des penseurs, type Fourier, type Proudhon en France. Comme toujours, on a en France des penseurs. Puis il y a des gens qui agissent, en Allemagne notamment. Et vous avez Schulze-Delitzsch qui crée les banques populaires. Et l'ancêtre, mais c'est vraiment ça, et Raiffeisen qui crée globalement le crédit mutuel, à la fois agricole et le crédit mutuel tel qu'on l'entend. Alors, au-delà de ces quelques slides où je vais rester assez général, je suis assez désolé, mais je vais me transformer en VRP du Crédit Mutuel. Pas pour vous convaincre à quel point nous sommes bons, parce que je sais que c'est déjà acquis et donc je n'ai pas besoin d'en rajouter, mais parce que je serai plus précis en vous parlant du Crédit Mutuel, sachant que peu de choses nous diffèrent du Crédit Agricole ou des caisses d'épargne. Et si vous voulez, je pourrais venir un petit peu là-dessus, mais je crois que le seul modèle, et je le dirai pourquoi, purement mutualiste, est celui du Crédit Mutuel. Alors l'idée, c'était toujours de dire, et c'est pour ça que ça a beaucoup bougé, un certain nombre de banques, ça existait bien avant le XIXe siècle, mais ne finançaient que, entre guillemets, les plus riches ou les projets les plus sûrs. Et donc l'idée était de dire, on met en commun un certain nombre de moyens pour financer les plus pauvres ou des catégories professionnelles qui ne trouveraient pas de financement tout seuls. C'est ça l'idée des premières banques mutualistes. Un certain nombre de banques avaient des prédilections, des secteurs privilégiés. L'agriculture, c'était pour le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. Les banques populaires, c'était plutôt les artisans et les tout petits commerçants. Et puis, bon, quelqu'un cher à toi, les classes populaires, c'était plutôt tout ce qui était caisse d'épargne. Et donc ça, c'est dans le gène de ces maisons. Et donc c'est intéressant de revoir aujourd'hui qu'un siècle et demi après, c'est toujours d'actualité et on comprend quel est le tropisme fort pour le Crédit Agricole, pour les banques POP, éventuellement pour nous. Et puis, en réalité, on s'aperçoit qu'à partir de la guerre, de la Deuxième Guerre, les banques ont considérablement changé puisqu'elles sont rentrées dans l'assurance, dans l'asset management et j'en passe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banque mutualiste? Alors, je vais retenir peut-être 4 principaux éléments. D'abord, un actionnariat particulier, un actionnariat sociétaire. C'est quoi ce machin-là? Une gouvernance différente, un ancrage territorial et un engagement sociétal. Alors, pour reprendre un slogan qui nous est cher, une banque, c'est une coopérative qui appartient à ses clients, c'est-à-dire tous nos clients doivent en même temps détenir des parts sociales, c'est-à-dire globalement du capital, et ce sont, suivant les maisons, des sociétaires, des coopérateurs. Alors, ce qui est très important, et vous ne comprenez pas les spécificités du crédit mutuel et surtout du mutualisme si vous ne retenez pas les caractéristiques des parts sociales. Les parts sociales sont émises au nominal, tout le temps.
quand vous achetez une part sociale, elle est au nominal. Point important, elle ne donne pas droit aux réserves. Très important. C'est pour ça qu'elle était mise au nominal. Et qu'elle ne bouge pas. 2, elles sont remboursées quand elles le sont au nominal. Quel que soit le parcours de l'établissement entre le moment où la part sociale a été acquise et le moment où elle a été vendue. Même s'il a accumulé des réserves pendant cette période-là, elle sera rendue, elle sera revendue au nominal. Elles ne sont pas cotées en bourse. C'est aussi un point tout à fait essentiel et qui sera très discriminant par rapport à d'autres établissements. Point qui peut apparaître technique, mais qui ne l'est pas du tout, leur rémunération est plafonnée par la loi. Et plafonnée par la loi, globalement, à, on va dire, les taux de l'État, plus 2%. Et jusqu'à une période récente, c'est-à-dire avant la loi Sapin 2, c'était même au niveau globalement des taux de l'État. Et puis, comme vous savez que les taux ont eu une fâcheuse une tendance à baisser très fortement, la rémunération des parts sociales se trouvait aussi très fortement limitée, ce qui pouvait poser un problème à notre sociétariat. Et donc, les pouvoirs publics ont décidé de repousser un peu le plafond de la rémunération, qui est globalement l'État plus en réalité 3%. Et puis, ce qui est important, ce n'est pas quelque chose qui est déconnecté de la maison, c'est-à-dire que les parts sociales portent une responsabilité collective. C'est-à-dire que les gens peuvent la perdre si la banque perd de l'argent, et elle peut donner droit à éventuellement, je ne dirais pas des poursuites en passif, mais en complément de passif. Donc, vous n'avez pas, par rapport à une action plus classique de banque, un secteur qui serait complètement déresponsabilisé par rapport au devenir de sa maison. Après, là-dessus, vous avez déjà des différences entre les banques coopératives et les banques mutualistes. Certaines banques coopératives s'arrêtent là. D'autres, comme nous, rajoutent en plus le principe « un homme, une voix ». Patrice Poncet, dont on connaît l'immense fortune, a donc énormément souscrit de parts sociales du Crédit Mutuel. Eh bien non, il n'aura qu'une voix, comme Éric Charpentier, qui n'a pas pu, malgré l'enseignement qu'il a reçu. Et tout le monde, qu'il soit porteur de parts, d'une part, de parts, un certain nombre de parts, ne pourra voter que pour une voix. Et puis, c'est commun aux structures coopératives et mutualistes, le nombre de parts qu'un sociétaire peut porter est généralement plafonné. Vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui va porter 2, 3, 4, 5% du capital. Je veux dire, chez moi, où j'ai à peu près 3 milliards de capital, et donc 1,6 milliard de parts sociales, le plafond est à 40 000 €. Ce qui est un montant, mais qui est très loin même du pourcent. Alors, retenez bien ça, parce qu'on va y revenir, et c'est vraisemblablement ce qui va apporter justifier la spécificité de notre monde mutualiste. Alors, c'est là où je vais plutôt m'axer sur le crédit mutuel, mais vous pourriez prendre globalement, pareil, le crédit agricole avec les caisses de crédit agricole ou les caisses d'épargne, même si souvent ces deux organismes ont plutôt des niveaux régionaux, alors que nous avons 3 niveaux. Mais bon, je donne l'exemple du crédit mutuel. En France, métropole et outre-mer, un peu plus de 2000 caisses locales qui couvrent la totalité du territoire national. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une caisse locale? Une caisse locale, vous allez me dire, c'est une agence bancaire. En première approche, c'est une agence bancaire. À une différence près, c'est que cette structure, elle a un conseil d'administration élu par les sociétaires, qui a un rôle, et j'y reviendrai,
de contrôle de la caisse locale. C'est donc un être moral, au sens juridique du terme, j'entends bien. Donc ça, c'est important, la structure existe. Et elle est banque parce qu'elle appartient à une organisation de niveau 2 qui est une fédération régionale. Alors, si je reviens aux caisses locales, elles sont établissements de crédit selon la loi bancaire parce qu'elles appartiennent aux fédérations. Vous avez 7 millions, 7-8 millions de sociétaires. Et point important, au Crédit Mutuel, on a à peu près 11 millions de clients. Ce qui veut dire que nous avons des clients qui ne sont pas sociétaires, qui est une question qui toujours nous frappe et sur laquelle nous devrons un jour trouver des réponses. Crédit Mutuel, c'est 24 000 administrateurs sur l'ensemble du territoire. Je reviendrai ce que sont sur ces administrateurs. Après, vous avez un deuxième niveau qui est au niveau de région, et je reviendrai sur les territoires. Au Crédit Mutuel, vous avez 18 fédérations qui sont toutes affiliées à un troisième niveau qui est la Confédération nationale du Crédit Mutuel. Cette confédération est ce qu'on appelle un organe central. Alors, je ne sais pas si vous êtes des grands spécialistes de la loi bancaire, du code monétaire et financier, mais comme on ne peut pas décréter qu'on est banque, comme ça. Le code monétaire et financier prévoit un certain nombre de facultés pour créer une banque capitaliste, mais cette banque capitaliste, elle est agréée par un organisme qui est soit en France la CPR, soit, si c'est un plus gros établissement, la BCE, la Banque européenne. Les structures mutualistes, elles, sont explicitement prévues par la loi. Et elles sont au nombre de 4, en réalité 3, le Crédit Agricole, explicitement cité dans la loi, et l'organisation du Crédit Agricole est explicitement citée dans la loi, le Crédit Mutuel, je vous fais le même topo, et le dernier organe central en date, qui était le SANCEP, ce qui a été créé pour BPCE, qui regroupe à la fois les banques populaires et les caisses d'épargne. Ces structures sont établissements de crédit, celle-là, puis globalement celle-là, puis celle-là, parce qu'elles appartiennent à un organe central. Et cet organe central, et on y reviendra parce que c'est un point important, fait que la solidarité se fait au niveau de l'organe central. Pour les autorités bancaires, pour la BCE, elles ne connaissent pas 2100 caisses locales. Elles ne connaissent pas, ce n'est pas tout à fait vrai, 18 fédérations et 18 caisses fédérales. En réalité, elles ne veulent connaître qu'une tête, l'organe central, la confédération et la caisse centrale. Ce n'est pas tout à fait aussi vrai, mais j'y reviendrai dans un instant. Retenez ça, ces 3 niveaux. Et c'est ce que nous, on appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire le moteur avec tout notre actionnariat sociétaire qui est en haut, qui donne les 18 fédérations et qui donne l'organe central. Alors, sur ces 2 niveaux-là, je vais m'arrêter une seconde, parce que il y a à chaque fois 2 niveaux. Un premier niveau, au niveau des régions, qui est ce qu'on appelle une fédération. La fédération, c'est une association. C'est l'organe politique. Et puis à côté, il y a une caisse fédérale. Et la caisse fédérale, c'est l'outil financier. Et cette fonction, vous l'avez également au niveau de l'organe central, avec la Confédération nationale du Crédit Mutuel, qui est une association. Et vous avez la Caisse centrale du Crédit Mutuel, qui est l'établissement de crédit. Alors quand je vous disais tout à l'heure que la BCE ne voulait voir qu'une tête, c'est vrai, elle regarde l'organe central. Mais elle regarde aussi ce qui se passe dans les régions pour les établissements des régions. Et notamment, il y a 3 plus grosses fédérations, une très grosse chez nous, vous le verrez, qui est autour de l'Est, une deuxième qui est autour de la Bretagne, et nous en 3e. Et nous avons une taille suffisante pour, de toute façon, être gérés en direct par la BCE. Donc on a un contrôle à la fois, à vos souhaits, par l'organe central et par la BCE en direct.
puisque moi, je dépasse les 40 milliards de total de bilan, et la BCE ne supervise tous les établissements qui dépassent 30 milliards. Donc, à chaque fois, vous avez un pouvoir de décision qui est en haut, puis plus vous descendez, plus vous avez des rôles de coordination, d'appui et de conseil. Alors, je reviens à cet ancrage territorial. Chez nous, il y a 18 fédérations. La principale, qui est Centre-Est Europe, qui est associée à d'autres fédérations. La Bretagne, le Nord-Europe, c'est nous. Que vous en dire de plus que ces structures, et ça c'est aussi un point important, de par la loi, ne doivent intervenir que sur leur territoire. Alors, il y a la pratique, il y a la théorie, il y a la pratique. Mais normalement, un établissement, si demain une fédération, la Bretagne voulait par exemple ouvrir une caisse à Paris, on peut aller au tribunal administratif et la faire fermer. Les dirigeants de Paris peuvent la faire fermer. Pour rien vous cacher, c'est déjà arrivé. Donc, il y a une dimension territoriale importante qui est de dire, c'est bien d'avoir ces caisses locales, mais ces caisses locales doivent représenter leur territoire. Et donc, chacun reste dans une zone qui est assez délimitée. Ça, c'est quelque chose qui est la même chose dans les caisses d'épargne, la même chose au Crédit Agricole. Donc, je veux dire, il n'y a absolument pas de différence. Donc, le but, c'est de favoriser l'implication dans la vie locale des uns et des autres et de ne pas créer un réseau national. Ce sont des réseaux décentralisés. La caractéristique, au-delà des parts sociales, c'est d'avoir des réseaux décentralisés intégrés dans le tissu local. Alors, je vous ai parlé de 3 niveaux. Ce qui est important aussi, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, la Confédération, l'organe central, une tête. Mais la tête est responsable, au sens bancaire de tout ce qui se passe en dessous. Y compris en termes de solidarité si quelqu'un fait une bêtise. Alors, ça se passe de façon pyramidale. Chacune des fédérations, chacune des régions est responsable de ses caisses locales et doit avoir mis en place un système soit de fonds de garantie, soit de péréquation, soit de garantie croisée, qui font qu'un sociétaire, une caisse locale, doit être impérativement sauvé à l'intérieur du cadre de sa région. Si la région ne suffit plus, normalement, c'est au niveau des régions entre elles que la solidarité doit jouer. Alors là-dessus, il est important de savoir ce que veut dire la solidarité. La solidarité, au sens bancaire où on l'entend, c'est nous devons combler les passifs. Ça ne veut pas dire qu'on remet de l'argent ou on remet de l'essence dans le moteur pour que ça reparte. C'est nous devons être capables de rembourser les passifs autres que les parts sociales. Et donc, c'est comme ça que joue la solidarité. Alors après, et je reviendrai, on est établissement de crédit. Si vous allez me dire les régions n'arrivent pas à régler entre elles, on rentre dans tous les mécanismes de résolution que vous connaissez ou non, mais je pourrais y revenir si vous voulez, qui portent sur les banques. C'est comment on fait quand une banque a un problème, tous les problèmes de Béline, Bellahaute, et qui s'appliquent également à nous dans les mêmes conditions. Donc, je l'ai dit, les caisses locales sont juridiquement indépendantes, mais elles sont solidaires entre elles au niveau des régions. Les caisses fédérales sont indépendantes entre elles, mais elles sont solidaires au niveau du national. Ce qui a aussi une conséquence, qui est que nous devons avoir une inspection extrêmement stricte entre nous. Parce que ça ne sert à rien, on veut bien être solidaire du voisin, mais on voudrait quand même savoir un peu ce qu'il y a dedans. Et donc la solidarité veut dire inspection, veut dire transparence. Ce qui parfois n'est pas sans poser problème. Alors, je vous ai déjà parlé des élus. Et tout à l'heure, en parlant de moi, tu te reprenais et tu disais PDG du Crédit Mutuel Nord-Europe.
complètement hérétique dans notre monde. Il y a d'un côté les techniciens, avec, entre guillemets, en haut de la pyramide, le directeur général, CEO, et puis un président, dès le départ, purement élu, et qui n'a pas de rôle, entre guillemets, sur les structures techniques. Je vais y revenir. Donc ce sont nos sociétaires qui élisent un conseil d'administration au niveau de la région, enfin qui élisent déjà au niveau de la caisse locale, puis les caisses locales au niveau de la région, et au niveau des régions, la structure nationale. Après se posent des questions que les autorités aiment bien se poser. Est-ce qu'il faut, dans des structures mutualistes, un administrateur indépendant? Ça, c'est pour ceux qui sont dans la banque, ils savent que c'est des choses qu'adore la BCE ou les autorités. Nous, on dit, plus indépendant que nos sociétaires, c'est difficile. Alors du coup, ils nous disent maintenant oui. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'au contraire, vous ayez des techniciens. Ce qui est d'ailleurs une hérésie par rapport au principe même de séparation entre les élus et les techniciens. Mais à partir du moment, et je reviendrai dans un instant, où les crédits mutuels sont des banques, donc soumis à toute la réglementation, il faut aussi que leurs administrateurs soient capables de les contrôler. Et donc ils nous disent, attendez, vous êtes gentils, mais dans vos statuts, dans les miens, vous précisez que vos administrateurs ne doivent pas être dans les milieux qui sont en concurrence avec vous. Autrement dit, vous ne prenez pas d'assureur, vous ne prenez pas de banquier, vous ne prenez pas d'asset manager. Donc vous avez des médecins, vous avez des agriculteurs, vous avez tout un tas de gens. Est-ce qu'ils sont le plus à même pour vous contrôler? Vraie question. Et en tout cas, ça assure des discussions riches. Nos administrateurs sont généralement, quel que soit le niveau, pas rémunérés. Alors là, je vais tenir un propos, là vous coupez, surtout, parce qu'autrement je me fais tuer si je sors ça. Ça pose un vrai problème. Vous ne pouvez pas, à un moment, demander à des gens d'être responsables de tout contrôler, et de leur dire, écoutez, vous faites ça entre 5 à 7, et puis, de toute façon, si ça se passe mal, vous aurez la responsabilité pénale. Je pense que c'est une vraie question sur nos structures. Alors que font nos élus à tous les niveaux ? Que ce soit au niveau des caisses locales, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau du national, c'est ce que j'appelle, elles assurent un rôle de conseil de surveillance. Au début, il était relativement light. Maintenant, il est de plus en plus fort avec les autorités bancaires. Au niveau local, c'est essentiellement un rôle de contrôle et en même temps un rôle de soutien par rapport aux techniciens. Parce que la force, c'est que ces élus que vous prenez, ils sont tous issus de la ville de Péronne, à côté d'Amiens. Et donc, ils connaissent, si vous avez bien choisi votre conseil, ils connaissent tout un tas de gens. Ce qui a un côté intéressant en termes de récupération de clientèle, mais même en termes de risque. Vous savez, un tel, on connaît, hein. Je ne veux pas dire, mais il est un peu flambeur. Hein. Bon. Au-delà de ça, c'est quand même un vrai plus. Et je donnerai éventuellement d'autres exemples. Au niveau régional, ils ont vraiment plus un rôle, là, de conseil de surveillance de banque tel qu'on l'entend. Ils nomment d'abord les dirigeants. S'il veut dire qu'ils les nomment, ça veut dire qu'ils peuvent les révoquer. Ça, c'est toujours la partie plus désagréable, surtout quand on est dirigeant effectif. Ils arrêtent les comptes, ce qui n'a rien de prodigieux, mais ils approuvent la stratégie du groupe, notamment ce qu'on appelle maintenant l'appétence au risque, c'est-à-dire le profil de risque que le groupe veut prendre, c'est-à-dire quel est son profil, quelle est sa trajectoire en termes de rentabilité, en termes de risque. Est-ce que chacun est bien conscient que s'il veut un rendement de 5%, ça veut dire qu'il peut perdre temps à un moment? C'est la définition du profil de risque. Et puis, ils exercent toutes les fonctions de contrôle, puisque, je le dirai là aussi dans un instant, nous sommes une banque comme les autres, comité d'audit, comité des risques, reporting monstrueux, merci la BCE. Et donc, nos élus, ce médecin, cet agriculteur, cet artisan, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Donc il faut à la fois qu'on vulgarise, parce qu'on ne peut pas lui faire... Ce n'est pas des techniciens, ils n'ont pas fait le master de technique financière, ce qui d'ailleurs est un manque. Il n'empêche qu'on leur demande quand même de donner un avis.
Donc c'est la vraie difficulté, c'est une des vraies difficultés de nos structures aujourd'hui. Et puis, comme je l'ai mis, porte la responsabilité des administrateurs. Alors après, si je résume un peu la responsabilité sociale au Crédit Mutuel, mais je pourrais remplacer Crédit Agricole et Caisse d'épargne, si je vous ai dit c'est une gouvernance coopérative, c'est une dimension économique et territoriale avec un impact sur l'économie réelle qui est locale, qui est très réel. C'est-à-dire que normalement, alors vous allez me citer des contre-exemples, l'essentiel de nos investissements via nos caisses locales est dans nos territoires. Que ce soit la banque de détail, que ce soit l'entreprise au sens PME-PMI. Quand c'est du grand groupe, là c'est évidemment national, ça va de soi. Et puis il y a une dimension environnementale assez propre à nous, mais que le Crédit Agricole développe aussi pour évaluer nos pratiques. Bon, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, est-ce que c'est quelque chose de totalement secondaire, les structures coopératives et mutualistes? Mais pas tant que ça. Parce que si on regarde, c'est extrait du dernier rapport du FMI. Comme le FMI est toujours à la pointe, il donne des chiffres de 2015. Vous voyez qu'en France, 60% des banques sont coopératives. Qu'en Allemagne, vous avez aussi plus de 50%. Donc le réseau coopératif et mutualiste, c'est loin d'être secondaire en Europe. Excuse-moi, c'est quoi la métrique là? C'est le nombre d'établissements? Pourcentage par rapport pourcentage. Alors je sais non, je sais plus si c'est le nombre ou si c'est par rapport aux assets. Oui, je pense que c'est par rapport aux assets. Il faudrait que je vérifie. Je vous donnerai l'élément. Mais je pense que c'est plus par rapport aux assets parce qu'en réalité, on n'a pas 60%. Le chiffre de 60%, il est, en France, je le connais, il est par rapport à la taille des bilans. La taille des bilans. Conso. Donc, si je vous dis ça, c'est que c'est important. Donc, ce n'est pas un épiphénomène. Ce n'est pas un épiphénomène. Donc, je vous ai expliqué les grands axes du mutualisme. Donc, c'est une banque. Je crois que la première chose, il faut savoir que c'est une banque qui obéit à deux textes législatifs. D'abord, la loi de 1947 sur la coopération, ce serait quand même un comble qu'on n'obéisse pas à cette loi, et au Code monétaire et financier qui crée limitativement, je l'ai dit tout à l'heure, les établissements mutualistes et précise le mode de fonctionnement. J'insiste là-dessus. Demain, tout à l'heure, je vous ai tellement convaincu et on décide de créer une banque ensemble mutualiste, il faut quand même qu'on aille devant le Parlement pour expliquer qu'il faut nous inscrire dans le Code monétaire et financier. C'est un point important. Et même dans une vie plus ancienne, il y avait des commissaires du gouvernement dans les structures mutualistes. C'est-à-dire que l'État voulait vérifier ce qui se passait. Bon, ce n'est plus le cas, mais ça a été le cas. Alors, j'insiste en disant que c'est une banque. J'ai oublié parce que ça allait tellement de soi. Nous avons la totalité des agréments des banques. Il n'y a pas aujourd'hui un service que nos collègues de la BNP font et que nous ne faisons pas. De par notre structure, ou si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a décidé de ne pas le faire. Mais nous avons la capacité à faire exactement les mêmes choses que les structures dites commerciales, parce qu'on ne parle pas de structure capitaliste dans notre monde, on parle de structure commerciale. C'est plus politiquement correct. Ce qui est important aussi, c'est que nous sommes soumis à exactement la même réglementation que les banques commerciales. Aujourd'hui, le Crédit Mutuel, mais même le beaucoup plus petit Crédit Mutuel Nord-Europe, est soumis exactement à la même réglementation que la BNP. Exactement. Il n'y a pas un texte qui ne s'appliquerait pas à nous. Alors, les naïfs croient à ce que la BCE dit en parlant des principes dits de proportionnalité. C'est-à-dire, on appliquera avec discernement les textes. Vertu de quoi, je peux vous garantir qu'on a exactement les mêmes contraintes. Alors ça,
il faut que vous ayez bien ça en tête, parce que parfois on dit les banques mutualistes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ont des grandes latitudes. Absolument pas. Et je dirais même, c'est dans les menaces, que pour la BCE, le mutualisme, ils n'aiment pas trop ça. Et sans trahir de grands secrets, on avait au conseil de la BCE, au conseil de la Confédération, les représentants de la BCE qui venaient nous rendre visite. Et la personne, sympathiquement, a voulu nous faire plaisir en disant « Le Crédit Mutuel, c'est comme la Tour Eiffel ». Elle voulait nous montrer qu'elle avait compris Paris. C'est très bien, mais on ne sait pas comment ça tient. Mais ça tient. Et je lui ai répondu après, j'ai bien compris que vous voulez bien que le Crédit Mutuel soit un bâtiment construit par Eiffel, très bien, pourvu qu'il soit en béton, qu'il ait tant d'étages et qu'il soit à Francfort. Bon, elle n'a pas beaucoup aimé, mais c'était quand même vraiment ça. Alors, je vous ai parlé un peu petit poney jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la théorie. Je vous ai parlé du haut de la pyramide, les caisses locales. Mais un groupe comme le Crédit Mutuel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Parce que soit au niveau des caisses fédérales, soit au niveau du national, vous avez un certain nombre de filiales outils. Et dans la totalité des métiers. Banque. Prenons accessoirement le CIC. Filiale du Crédit Mutuel. Fortuneo, filiale du Crédit Mutuel. Targobank, filiale non du Crédit Mutuel en Allemagne et en Espagne. Beobank en Belgique. Tous les métiers de l'assurance, les ACM et différentes compagnies d'assurance. Pôle, on est le 5e, 6e assureur français. Moi qui ai une compagnie en direct, on est le 11e assureur français. L'asset management, où sont nos amis, ils ne les ont pas mis là, bon, c'est pas toute la partie technique, toute la partie crédit consommation, toute la partie instruments, métiers spécialisés, dont la française dont on parlait, la française, 9e asset manager français, filiale de nous. 60, un peu plus de près de 65 milliards d'actifs sous gestion. C'est pas Amundi, mais c'est plus non plus la boutique. Donc si j'insiste là-dessus, c'est que vous avez tout le dispositif, le groupe Crédit Mutuel dont je vous parlais, vous avez les caisses locales, les 2107, mais vous êtes obligé d'avoir des usines. Et les usines, vous les avez là. Ce qui est important, c'est que toutes ces structures remontent à un moment par leur caisse fédérale aux caisses locales. Puisque je rappelle que les seuls actionnaires des caisses fédérales, des régions, c'est les caisses locales. Et donc, quand vous avez une filiale d'une caisse fédérale, par exemple NEA, Europe Assurance, ces dividendes remontent à la caisse fédérale qui redescendent dans les caisses locales. Et donc, à un moment, tout ce qui est fait au sein des structures mutualistes revient en région. Les structures ont un double but, un effet de levier, il ne faut pas se cacher, et puis en même temps de créer des usines de fabrication. Alors, cette diversification des métiers, elle est indispensable. Mais vous avez aussi une diversification géographique. Alors, évidemment, on est très présent en France. Je vous ai parlé de l'Allemagne, je vous ai parlé de l'Espagne, je vous ai parlé de la Belgique. On est présent par différentes structures en Angleterre. Plusieurs banques ici, autant que ce soit possible, avec tant la Tunisie que le Maroc. Présent aux États-Unis, des partenariats aussi. Nous, en Europe, mais surtout nos collègues de l'Est. Très présent en Asie. Nous et le CIC. Et donc, vous avez une diversification géographique. Alors, pourquoi ça s'est fait, ça ? Ça, ce n'est pas forcément quelque chose que nous voulions réellement. L'autre, la précédente slide, bien entendu, la diversification géographique, il nous faut des usines d'assurance, il nous faut, à partir du moment où on distribue un certain nombre de produits.
En revanche, il y a 10 ans, pas beaucoup plus, les agences de notation disaient votre modèle, c'est super. Mais il y a un petit problème. C'est que vous êtes un risque pays. Donc, il faut impérativement que vous vous diversifiez. On disait, est-ce que c'est vraiment notre tasse de thé? Oui. Les agences nous disaient, oui, pour assurer vos notations, il faut diversifier. Et en 10 ans, l'ensemble du crédit mutuel est passé d'un taux d'un PNB de 5% à l'étranger à peu près 20% à l'étranger. Moi, je suis passé de 5% à l'étranger à un peu plus de 30% à l'étranger. Le 30% à l'étranger étant aussi aidé par le fait que mon étranger est la Belgique. Et quand on habite à Lille, en réalité, c'est un pays. Donc, ce n'est pas un sujet. C'est pas quelque chose de très différent. Ça, c'est un point tout à fait important. Donc, vous l'avez bien compris, notre organisation particulière, la pyramide inversée, une banque totalement comme les autres, les mêmes contraintes et les mêmes facultés. Alors, qu'est-ce qui nous singularise? Parce que c'était un peu le sens de la question. Bon, j'ai repris des articles un peu provoquants, même Montaigne, l'Institut Montaigne, qui trouvait que le mutualisme n'était pas sans intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous interrogez les Français et qu'on leur demande de classer, c'est un baromètre qui sort tous les 3 mois, le classement Pasternak, sur l'image que les Français ont de leur banque. C'est révisé tous les mois. C'est une différence entre vous avez bonne impression, moins ceux où vous avez mauvaise impression. Alors, je peux vous dire d'autant plus, et le met d'autant plus en avant, que ça fait X années, je dis bien années, que nous sommes en tête du baromètre. Mais ce qui est intéressant, c'est que, indépendamment du premier, qui est évidemment le plus intéressant, vous descendez jusqu'au 6e. Banque Postale, ce n'est pas franchement une structure mutualiste, mais ça, c'est une autre question. Enlevons la Banque Postale. Les 5 premiers, c'est toutes des structures mutualistes ou coopératives. Intéressant. Est-ce que nous sommes meilleurs communicants que les autres? Je ne sais pas. Si, bien entendu, on est meilleurs, mais je n'en suis pas sûr. Donc, il y a quelque chose qui font que le Français dit « Ah, vous avez une image ». Alors, j'ai essayé d'expliquer, trouver des raisons. Alors, je pense qu'il y a des raisons intrinsèques au modèle, il y a des raisons financières qui en découlent, et puis il y a des raisons d'assente sociétale. Alors, Patrice sait à quel point je suis capitaliste, donc je n'ai pas de problème pour expliquer que l'absence d'actionnaire nous apporte un plus certain. L'absence d'actionnaire fait que nous n'avons pas de perte en ligne pour nourrir un actionnaire. Nos parts sociales, je l'ai dit, sont plafonnées. Donc la rémunération de nos parts sociales est plafonnée. Et donc la totalité de nos résultats reste dans nos réserves. Ça, c'est un point très, très important. Et ça, psychologiquement, pour les gens, c'est un plus certain. Il n'y a pas le tiers qui va, entre guillemets, ponctionner le sang des pauvres épargnants, vision un peu manichéenne. Et ce qu'on résume par capital donnant service donne résultat qui repart dans le capital. Nous, on insiste sur le thème service qui nous donne un résultat, et je reviendrai là-dessus, et qui nous permettent, je dirais, de réinvestir. Parce que la force du crédit mutuel, du crédit agricole, de BPCE, c'est de ne pas d'avoir d'actionnaires. La faiblesse du crédit mutuel, du crédit agricole, de BPCE, c'est de ne pas avoir d'actionnaires. Et donc, demain, s'il y a un gros investissement à faire, il faut qu'on soit globalement capable de l'autofinancer. Parce que vous n'allez pas trouver... Alors, vous allez me dire, oui, vous n'allez qu'à lancer une grande opération de souscription de parts sociales. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si demain, il y a une grosse opération, vous n'allez pas avoir un acteur qui va dire « je participe à l'augmentation de capital pour ». Vous n'allez pas avoir l'échange de papier qui permet de payer un certain nombre d'opérations ou 300 externes par échange de papier. Donc, clairement, nous devons être capables de financer notre développement. Que ce soit l'informatique, que ce soit les croissances. Parce que quand vous voyez les bestiaux qu'on porte, quand même, ce n'est pas uniquement la banque de Carpentras qui porte la veuve qui est bien connue. Donc,
j'insisterai là-dessus et je reviendrai, nous avons une absolue nécessité de gagner de l'argent. Une structure mutualiste et coopérative, ce n'est pas une structure de charité. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un bureau d'aide sociale. Nous devons gagner de l'argent. Il est réinvesti dans la maison, il resserre pour développer de nouveaux services, mais nous ne pouvons pas nous développer si nous n'avons pas des résultats. Il y a un autre élément, du fait du remboursement de la part sociale nominale, du plafonnement de la rémunération, il est clair que l'actionnaire met moins de pression à l'exigence de rendement et donc de risque, ce qui met aussi moins de pression pour la maison, en termes de risque et de rendement. Et ça veut dire aussi que ça nous permet, et on l'a constaté, et j'y reviendrai, de limiter assez fortement la prise de risque. Ça permet aussi, je dirais, c'est fortement amplifié par l'absence de cotation de nos parts sociales. Alors, je reviens à notre FMI. Le FMI nous dit qu'il y a un vrai problème en Europe, c'est le rendement insuffisant des banques. Et on revient aux banques commerciales et puis les vilains machins, les structures coopératives. Et vous avez celles qui ont des ROE trop faibles. Et évidemment, nous, on a des ROE plus faibles que la plupart des banques capitalistes. Et ils y voient un élément de faiblesse. La BCE nous dit pas du tout. Parce qu'en même temps, vous avez un profil de risque qui est bien moindre. Et donc, on est dans un des nombreux paradoxes qui entourent nos structures. Alors, là-dessus, je vous ai repris, vous savez qu'il y avait eu des scénarios stress. C'est le dernier document qui est sorti par la CPR sur ce qui s'est passé en France. C'est des documents publics. Hein. Alors, pour ceux qui... qu'est-ce que c'est le CET1? C'est le Common Equity Tier 1. C'est, pour simplifier, les actions et les réserves. Simplifions, c'est vraiment les fonds propres durs de dur. Fin 2015... Bon, vous reconnaissez les signes. Le G, c'est Crédit Agricole, G pour groupe, et nous, GCM. Clairement, les structures mutualistes ont des common equity plus forts. Pourquoi? D'abord par ce que je disais, ce principe Jamas. Et aussi par le fait qu'ils n'ont pas une obligation de rendement aussi forte sur leurs fonds propres. Parce qu'on peut dire à l'inverse, que peut-être, nous, Crédit Mutuel, à 15,5, on pourrait optimiser notre structure de financement et notre structure de capital. Mais ce n'est pas notre sujet. À l'inverse, quand on fait le scénario adverse pour 2018, on regarde le Crédit Mutuel, on perd très peu. Et on est considéré, nous, Banque Europe, comme la deuxième banque la plus solide en Europe. Je touche du bois. Mais c'est aussi la structure de capital qui fait ça. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que, à la limite, Crédit Agricole ou BPCE n'ont pas tout à fait les mêmes résultats? Intéressante question. J'y reviendrai dans un instant. Donc je vous ai dit, la capacité de ne pas avoir d'actionnaires, nous sommes capables d'investir sur le plus long terme. Je veux dire, moi je l'ai vécu en Belgique. Quand j'ai racheté ce que les autorités belges appelaient des banquettes, petites banques, je veux dire, j'aurais été structure capitaliste, je veux dire, on m'aurait allumé en me disant ça ne sert à rien. Je les ai achetés largement en dessous de la boucle et ça m'a permis de constituer un réseau en Belgique où j'ai plus d'agences en Belgique que j'en ai en France. C'est un projet qui a mis plus de temps, mais qui aujourd'hui, pour l'argent, me donne un rendement de près de 10 à 11%. Par les temps qui courent, il n'y a plus désagréable. En revanche, je ne l'aurais pas fait si j'avais été une structure capitaliste. En 2011, je vous dis, il s'est passé des choses en 2011. J'ai racheté la filiale de Citibank en Belgique. Très aidé par le fait que le chief économiste de Citi
leur envoyer des messages qu'on connaissait toutes les semaines en disant l'euro va exploser. Donc vendez tout ce que vous avez à vendre. Donc chaque fois qu'ils nous disaient on a tout le temps, on leur disait on ne comprend pas, c'est quoi ça? On a acheté ça à 60% de la boucle. Il faut se servir, c'est utile d'avoir des fonds en avance. Donc on peut les sortir à ce moment-là. Et puis on s'est servi du fait que les Américains, quand ils ont décidé de sortir, on sort et le prix n'est plus la question. Donc on est capable de porter des projets à un horizon beaucoup plus long, et sans la crainte de la cotation à 3 mois. Mais je le disais, et j'y reviens, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous avons une impérative nécessité de rendement. Alors aussi, je vous ai parlé financier, je pense qu'il y a un côté aussi terriblement moderne. Qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Les gens se mettent ensemble pour financer notre opération. C'est du C2C. Qu'est-ce que c'est le crédit mutuel? Qu'est-ce que c'est que le mutualisme? C'est totalement la même idée. Et donc, vous êtes aujourd'hui dans une période où le concept est d'une grande actualité. Ça, on va surfer dessus, mais il est vraiment dans l'opinion. D'autant que la crise a laissé des traces. Que ce soit réel ou non. Je ne suis absolument pas en train de dire il y a les bons, il y a les méchants. Alors là, je suis tout sauf comme ça. Mais dans l'image de l'opinion, il y a des banques qui ont failli et d'autres qui ne l'ont pas. Et les banques qui ont failli, c'est les banques capitalistes. Parce que ce n'était pas moral. Ne me demandez pas ce que ça veut dire moral. Ne me demandez pas comment les gens votent, on le sait. Mais dans l'air du temps, une banque mutualiste, notamment qui appartient à ses clients, est a priori beaucoup plus sécure. Parce qu'on s'auto-contrôle. Et ce n'est pas, entre guillemets, et je fais résolument de la provocation, les élites qui se contrôlent entre elles. Et ça, quand on fait des sondages dans l'opinion, c'est très fortement ressenti. Très fortement ressenti. Après, il y a des éléments qui sont des marqueurs. Pas de stock option pour les dirigeants. Je peux que le regretter. Mais il n'y en a pas. Et donc, quand on nous dit attention, pardon? Pas de cours de bourse, de toute façon. Oui, mais on peut le gérer. On peut créer des trucs virtuels sur les résultats. Tu peux, enfin, c'est pas à toi que je vais dire ça. On peut créer ça. Mais on ne le fait pas. Tu peux avoir de rémunération infime. Oui, bah oui. Mais on ne fait pas. Aucune commission sur les collaborateurs, sur les produits qu'ils proposent. Ce n'est pas le cas partout dans toutes nos banques, dans toutes les banques. Pas de risque inutile, et les gens le comprennent bien. Et donc, je dirais que la crise a redonné une idée d'ancrage, une nécessité d'ancrage local. Et d'ailleurs, c'est très intéressant si vous regardez en termes marketing. Bon, vous l'avez compris, je suis plus un financier qu'un homme de marketing. Mais c'est quand même très intéressant. Si vous regardez les campagnes du Crédit Agricole, le Crédit Agricole a quand même eu 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts bien pincés, notamment en Grèce. Quelle est leur communication? C'est la personne qui parle sur le CA, qui dit « moi, le Crédit Agricole me soutient localement ». Donc c'est une volonté de réintérioriser massivement leur communication. Parce qu'ils sont conscients de tout ça. Et du côté tout à fait porteur. En plus, vous avez une société qui veut allier le digital et l'humain. Quand vous regardez le sondage Ipsos 2014, mais on le refait régulièrement, l'intérêt, les gens, digital c'est super, mais ils veulent absolument un contact. Ils ne veulent pas que du tout digital. Ou plus exactement, ils veulent du tout digital, sauf quand ils ont besoin d'un contact. Et dans ce cas-là, ils trouvent normal qu'il y ait le contact. Alors, qu'on ne se prenne pas, hein. Je veux dire, l'innovation, on connaît. Watson, on est les premiers à développer avec IBM en France un partenariat très lourd sur l'utilisation de l'informatique cognitive au service des clients, notamment particuliers, mais ce sera aussi utilisé pour tout ce qui est robot advisor. Donc, ce n'est pas uniquement la banque de retail quand je parle de ça. Et donc,
on parle de temps en temps de vision élargie, nous, c'est le collaborateur qui a à sa disposition tout un tas d'outils qui lui donnent une dimension beaucoup plus projetée. Et c'est pour ça que quand on dit que c'est toujours un choix sociétal, j'y crois très réellement. Nous voulons mettre toutes ces technologies autour de notre identité de banque relationnelle. Là, on va, à l'été, être le premier à faire du crédit conso sur smartphone. Peut-être qu'il y aura des gens qui l'auront sorti à l'été, mais en tout cas, il n'y aura pas beaucoup plus que nous. Y compris quelqu'un qui n'est pas chez nous. Il peut souscrire. Donc, vraiment, vraie dimension. Mais parallèlement à ça, qui dure que la différence par rapport à une banque digitale, nous baquons totalement pour nos collaborateurs la totalité de tout ce qui a été fait par les clients. Donc, il sait à quel moment il peut intervenir, pousser, dire « tiens, vous êtes perdu, je vous aide », et donner une dimension humaine. Nous croyons très fort. Alors là, après, chacun a sa vision, hein, et donc je respecte complètement des gens qui ont un avis différent. Nous croyons très fort que plus on va aller vers le digital, plus les gens, à un moment, vont avoir besoin de communauté. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les outils communautaires. Et donc, de gens qui, à un moment, peuvent se parler entre eux, avec éventuellement le modérateur qui est le collaborateur de chez nous. C'est, y compris, je passe un coup de fil, c'est la visio. Après, ils ne veulent pas être enquiquinés pour faire l'opération quand elle est décidée. Après, ils veulent pouvoir la faire en ligne, pas être embêtés. Et donc, là-dessus, c'est un vrai enjeu. Et donc, vous pouvez rechercher dans la presse, nous n'avons annoncé nulle part, et ce n'est pas uniquement de la communication, que nous allions faire des fermetures drastiques de points de vente. Pas se tromper, on en fera aussi. Mais ce n'est pas un de nos sujets majeurs. Nos sujets majeurs, c'est d'accompagner cette mutation digitale avec 13 en pointe sur ces deux projets. Si vous voulez, j'en parlerai, mais ce n'est pas le sujet. Et en même temps, de garder un ancrage. Et la personne est capable de joindre quelqu'un, une voix, et pas uniquement un robot. Et ça, c'est très important. Et nous en sommes, alors là, totalement convaincus. Parce que, je l'ai dit, on a un monde qui, on le voit aujourd'hui, est en perte de repères. Et donc, à un moment, il a besoin d'humains. Il est pour la mondialisation, mais il en a peur. Il est pour le digital, mais il en a peur. Il est pour l'utilisation des données, mais il a peur de l'utilisation qui va en être faite. Il a raison, d'ailleurs. Et donc, là-dessus, nous, Crédit Mutuel, on va prendre une position très forte sur l'utilisation des données. Mais ça, vous le verrez dans quelques semaines. L'innovation au service de l'humain, j'ai dit ça à la fois au niveau du client et des collaborateurs. Et puis, je dirais que tout ça, on le sent, puisque ça fait quand même la 10e année de suite que le Crédit Mutuel est le premier dans le secteur banque du podium de la relation clientèle qui est fait par Biring Sofres. Donc, il y a bien quelque chose. Alors, si je me résume, on dit qu'on est beaucoup plus qu'une banque, nos X caisses locales, qui assurent une totalité de services et qui sont aujourd'hui avec de telles bandes passantes qu'elles sont en étoile et peuvent en temps réel fournir la totalité des services égaux partout. Et ça, peu de banques en France le font. Mutualistes ou non. C'est un enjeu majeur. Là, vous pouvez aller dans votre banque fournisseur de services de proximité, toutes les opérations de banque, toutes les opérations d'assurance. Je peux aussi acheter de l'immobilier. Je peux aussi faire de la protection de ma maison, de mon appartement. Je peux aussi acheter des voitures. Ça ne veut pas dire que mon chargé de clientèle, il vend tout ça, parce que ça, il ne peut pas le faire. Mais nous avons des services et des relations qui font que, je ne vais pas dire qu'on est groupon, mais qu'on est capable de vendre au niveau local, dans les mêmes conditions partout, tout un tas de services. Quand je dis tout à fait dans les mêmes conditions, pas tout à fait, parce que la force des caisses locales, c'est qu'une structure à Paris, où nous avons des caisses locales, au CNIT, où vous avez un crédit mutuel à l'entrée, ou à Péronne, dont je parlais, la structure de la population n'est pas du tout la même. Donc l'offre qui va être faite n'est pas du tout la même. Et là, nos élus nous aident à la calibrer. Vous savez, il y a quelques années,
au niveau de Nord-Europe, on a mis en place une facturation des comptes clients. On était dans les premiers, parce qu'on était convaincus que c'était indispensable. Mes collaborateurs étaient tétanisés. Ça va être l'horreur. Bien fou, je pense, ça allait être rigolo à côté. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Bien. Nos syndicats disaient, vous ne vous rendez pas compte, ils demandaient déjà la livraison de sacs de sable et de casques lourds. Je dis, attendez, voilà ce qu'on va faire. On va créer une commission de nos élus. Parce que nos élus, ils nous aiment, mais il ne faut pas se tromper, ils sont dans d'autres banques en même temps. Il ne faut pas être naïf. Et donc, on leur dit, voilà ce qu'on veut faire. Le projet, d'abord, il n'a pas soulevé l'émeute. Sur certains points, ils nous ont dit, attendez, vous êtes des enfants de cœur. Vous savez ce que fait le voisin? Remontez. Parce qu'il n'y a pas de raison. Remontez. En revanche, où on s'est fait complètement allumer, et ils ont d'ailleurs bien fait, c'était sur le monde associatif. Ils nous ont dit, là, vous êtes en dehors de marché. On a recalé. On a lancé. J'ai un peu plus d'1 million de clients en France. On a eu 500 protestations. Et personne dans les 500 qui nous ait quittés. Donc, ce n'est pas le sujet. Et je pense que sans nos élus, on ne serait pas forcément tombé juste comme il le fallait. Donc, beaucoup plus qu'une banque, avec cet ancrage territorial, la présence de nos conseils dans tout un tas d'associations, et donc qui connaissent aussi le tissu, et qui sont en même temps des porteurs du crédit mutuel. Je l'ai dit tout à l'heure, l'alignement du client et de l'actionnaire, et puis nos salariés sur lesquels on essaie d'avoir une formation et une responsabilité sociale relativement forte. Et ce n'est pas un vain mot, la branche du crédit mutuel n'est sans doute pas la plus malheureuse dans les branches bancaires. Alors évidemment, on a des paradoxes. Je vous ai montré toutes nos filiales, je vous ai montré tout ce qui est l'international. Donc on peut dire quel est le lien entre cette industrialisation des outils partout, indispensable, et la décentralisation de la relation par nos caisses locales. Mais tout ça, c'est donner à nos caisses locales des outils de développement, des outils pas chers de développement. C'est aussi la technologie et la relation humaine. C'est à la fois être proche, même quand on est à distance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la communauté. Et puis responsabilité, solidarité, je veux dire, c'est dans nos gènes, donc on n'a pas vraiment le choix. Alors les menaces, c'est que vous avez à la fois des gens qui demandent plus communautarisme, et en même temps, vous avez ce qu'on appelle, nous, les égocentrés. Ce que font les gens, c'est bien, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. Et donc, vous avez des gens qui disent, moi, je m'en moque, la solidarité, ce n'est pas mon sujet, je veux payer le moins cher, point à la ligne. Et je ne veux pas, parce que je souscris chez vous, payer un peu plus cher parce que ça permet à un autre de profiter du service. Ça, c'est une évolution. Et ça, c'est une menace par rapport à nos structures. Aujourd'hui, je pense que la dimension dont on parlait de communautaire est plus importante, mais vous avez quand même des chiffres qui ne peuvent plus être considérés comme négligeables. Après, le risque du modèle, c'est la tour Eiffel dont je vous parlais tout à l'heure. On ne comprend pas votre truc. Les agences de notation, c'est quoi votre machin ? Nous, une structure capitaliste, on connaît, vous décidez, ça décline, c'est clair, on comprend. C'est quoi votre machin? C'est ce que je vous ai dit, la diversification européenne et internationale, c'est les agences de notation qui nous y ont poussé. On les avait pour les métiers, mais pas sur l'international. Et donc, on est obligé à une croissance interne et externe. Et parfois, il ne faut pas se cacher, ça nous a amené un peu une sorte d'alignement vers les banques commerciales. Et puis, il y a un sujet qui, pour moi, est important. C'est ce que j'ai appelé les banques génétiquement modifiées. C'est celles qui, à un moment ou à un autre, ont dit on veut rester mutualiste, mais on crée un véhicule coté. Et vous avez la réponse. Pourquoi vous avez deux banques qui ne sont pas le Crédit Mutuel, qui ont beaucoup souffert dans les scénarios stress? Parce qu'elles portent des risques beaucoup plus importants dans leur structure cotée, que ce soit Natixis ou que ce soit Casa.
Alors vous allez me dire, le CIC est coté. Oui, d'accord, le CIC est coté. Il y a un volant de 1,5%. Donc, je pense que c'est raisonnable. On s'est toujours refusé à coter nos structures. Et donc, dans une certaine mesure, à partir du moment où vous faites rentrer une cotation, je ne vais pas dire que c'est le cheval de Troie, mais il y a un peu de ça. Vous êtes en train de perdre votre identité. Alors, ça a permis à ces groupes-là de se développer, y compris en Grèce, y compris dans un certain nombre de métiers. Mais, est-ce qu'ils n'ont pas vendu leur âme au diable? Je l'ai dit, elles sont atypiques. Je vous ai parlé tout à l'heure du document du FMI qui explique que le problème en Europe, c'est qu'il y a trop de banques qui rapportent, qui ne gagnent pas assez, et notamment les banques capitalistes. Et je vous dis, dans le même temps, la BCE nous dit attention, attention au rendement, la course au rendement, c'est la pire des choses. Et puis, vous avez les sournois, les autorités bancaires, le BA, Bâle. Première question, c'est quoi une part sociale? Est-ce que c'est vraiment du capital? Donc, si ce n'est pas vraiment du capital, votre CET1, il se casse la figure. Donc, vous ne pouvez plus faire d'activité de banque. Ce serait bien triste. Alors, évidemment, quand vous avez X vous avez la force du réseau coopératif et mutualiste en Europe que je vous montrais, ils sont obligés de rengainer ça assez vite. Mais ils l'ont essayé. Après, beaucoup plus sournois, pourquoi est-ce qu'il y a un plafond de la rémunération des parts sociales? Allons-y. Et qu'est-ce qui vous empêche de distribuer les réserves? Une démutualisation qui ne dit pas son nom. Là, la bataille a été beaucoup plus compliquée. Parce que notamment un certain nombre d'acteurs, dont le FMI, trouvaient que c'était une superbe idée. On leur expliquait que c'était la mort du système. Et que là, on allait mettre les fourches dans la rue. Ils l'ont regagné. Et puis, est-ce qu'après tout, vraiment, les parts sociales ne devraient pas avoir un droit aux réserves? Et donc, à un moment ou à un autre, sans que ce soit une cotation, donner quand même un remboursement qui n'est plus à la part nominale. On a aussi, en 2012, c'était 2011-12, on a été bien aidé par la crise. Parce que comme ils ont vu qu'on était plutôt mieux passé que les autres, ils se sont dit que ce n'était peut-être pas le moment d'en rajouter. Mais c'est des éléments qui sont sur nos têtes et sur lesquels, en permanence, il faut que nous soyons attentifs. Et puis là, je m'approche de la fin de mon propos. Vous avez aussi des politiques poussées par le consumérisme. Il n'y a pas une faute d'en pousser. C'est des politiques, des hommes politiques. Là, comme vous avez en Europe un certain nombre d'États, dont chez nous, qui sont incapables de créer de la croissance, la seule façon de donner du pouvoir d'achat aux gens, c'est de taper sur toutes les institutionnels et de baisser de façon plus ou moins artificielle les prix. Loi Macron, ce n'est pas parce qu'il a été élu. Bon, je veux dire, mobilité, je trouve que ça, c'est pas... Nous, on s'aperçoit que ça ne change pas grand-chose. Il y a des gens qui partent, c'est du regroupement de comptes. Loi Sapin 2, sur la partie des mutualisations de l'assurance emprunteur. Je vais m'arrêter une seconde là-dessus, parce que c'est apparemment un tout petit bout. Mais ce qui se passe est très important par rapport à ça. Vous achetez un appartement. Votre banque va vous demander, va vous faire un crédit, et généralement va vous demander d'avoir une assurance emprunteur. Cette assurance emprunteur, elle est généralement dans nos maisons mutualisées. C'est-à-dire que le tarif, il est globalement le même, pratiquement quel que soit votre âge. Là, on nous dit, vous allez pouvoir prendre auprès d'un assureur quelconque. Et l'assureur quelconque, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire ça, il va dire, monsieur, quel est votre âge? Et il va travailler uniquement en termes de mortalité. Et il va vous pricer en termes de mortalité. Très bien. Ça veut dire qu'on est en train de faire disparaître totalement la mutualisation, y compris pour les banques capitalistes, hein, ce n'est pas du tout propre à nous, la mutualisation du risque. Vous n'allez plus être géré que par votre risque propre que l'on price.
Ce qui veut dire que si vous êtes un artisan célibataire qui a la mauvaise idée de fumer, à 50 ans, par rapport à nos tarifs, vous allez être augmenté 7 fois. Si vous le pricez vraiment, le risque individuel. Ce qui veut dire que nous allons nous retrouver avec un système assez à l'anglo-saxonne et surtout à l'américaine, qui est que emprunter, ou du moins s'assurer, va devenir trop cher. Et vous allez avoir un certain nombre de gens qui ne vont plus s'assurer. Ce qui arrive aux États-Unis. Donc vous êtes en train, si vous n'êtes plus capable de vous assurer, nous, banques, on va dire, attendez, on vous aime, mais il n'y a pas de raison qu'on prenne le risque sur vous. Donc on ne fera pas de crédit. Et donc on va se retrouver dans une approche qui est, j'essaie de redonner de l'argent aux gens dans un premier temps, c'est vrai dans un premier temps, à long terme, qui est complètement déstructurant pour toutes nos maisons bancaires, qu'elles soient commerciales ou qu'elles soient mutualistes. Et c'est ce que j'appelle la démutualisation des métiers de la finance, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance. Le dernier point, c'est DSP2, c'est la directive sur les services de paiement. Oui, je vous en prie, allez-y, oui, allez-y, au contraire, allez-y. Ça va me permettre de boire en même temps. Oui, mais vous n'avez pas le même écart. Vous n'avez pas le même écart qu'on va voir demain. Est-ce que ça veut dire que c'est nouveau? Non, non. Alors, en réalité, on l'appelle loi Sapin 2, mais elle est... Bon, alors, vous avez raison. Il y avait déjà ce qu'on appelle les délégations, qui étaient possibles, et qui est ce à quoi vous faites allusion. Bon. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, et en réalité, c'est même pas, on l'appelle la loi Sapin 2, mais en l'occurrence, il n'y est pas pour grand-chose, puisque lui était plutôt contre, et que le gouvernement était contre. C'est les parlementaires, dans une grande nuit du 4 août, qui ont dit on va faire toujours payer les banques ou les assureurs, c'est jamais inutile, et donc qui permet à tout moment à un assuré de changer d'assureur. Et donc à chaque moment de baisser le prix, parce qu'il ne va jamais augmenter. C'est comme les taux fixes, parce que vous avez peut-être appris un taux fixe, mais un taux fixe, c'est uniquement un taux révisable à la baisse. Vous n'avez jamais vu un taux fixe augmenter, c'est ce qui se passe en ce moment. Et chacun dit, allez renégocier auprès de votre banquier. Bon, donc ce qui se passe, c'est que là, vous avez une ouverture totale du marché. Par rapport à ce que vous connaissiez, nous pouvions refuser des délégations. Là, entre guillemets, à prestations similaires, on ne peut plus. Après, le CCSF s'interroge en se demandant qu'est-ce que c'est que des prestations similaires. Ce que nous, on sait, c'est qu'au bout d'un moment, les gens vont être de moins en moins assurés. Non. C'est pas obligatoire. Une banque peut prêter à quelqu'un sans... Ah ben évidemment. Évidemment. Alors on ne le souhaite pas, parce que nous, mais il n'y a aucune obligation. Ah non, non, ce n'est pas une obligation. Et donc là-dessus, ce qui va se passer là-dessus, mais DSP2, qu'est-ce que c'est? C'est demain, c'est l'ouverture des moyens de paiement. Dans le principe, on est tous d'accord. Le seul problème, c'est qu'il va y avoir une banque qui est teneur de compte, nous, la BNP, pareil, ce n'est pas le même sujet. Hein. Et une structure va, parce que vous l'aurez autorisé, commencer à prélever de l'argent sur ce compte pour le verser ailleurs. Ah, intéressant. Ça va coûter moins cher, va-t-on dire, ce qui n'est pas complètement vrai. Mais ce qui va se passer là-dedans, c'est que... qui est responsable? Le teneur de compte. Même si l'opération est faite sur un compte de chez lui par un tiers. Ça ne va pas durer. Les autorités françaises ont eu dans l'idée, dans un premier temps, de dire « Pourquoi on s'arrête? Il faut mettre ça sur les comptes d'épargne, il faut mettre ça sur les comptes d'assurance. » Et donc, tout ce qui est la valeur immatérielle des banques, qui est leur data, deviennent publics. Donc c'est un dol général sur nous. Qu'on soit capitaliste ou qu'on soit mutualiste. Hein. Ce n'est pas le même combat là. Hein. Et en plus, on est responsable, on est le porteur de chapeau.
Ça se fera peut-être. Mais quelle est la conséquence de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, quand toujours vous voulez faire votre crédit immobilier, vous obtenez des prix sympathiques, généralement plus dans la banque dans laquelle vous n'êtes pas que dans la banque dans laquelle vous êtes. Parce que la banque essaie de récupérer un client comme ça. Elle le sait, pourquoi? Parce qu'elle sait que demain, il y a une probabilité non nulle qu'elle vous équipe, qu'elle va vous ouvrir le compte, qu'elle va offrir un certain nombre de moyens de paiement. Si j'ai ça demain, je ne gagnerai plus rien en cross-selling. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout va être vendu à son prix, y compris le crédit immobilier. Et le crédit immobilier ne sera plus du tout un produit d'appel. Et donc, vous allez avoir une augmentation assez forte de ça. Si vous rajoutez l'assurance emprunteur, je ne vous fais pas de dessin. Et donc, vous pouvez multiplier comme ça. Vous allez avoir des plateformes qui vont mettre en œuvre un individualisme total. Et en même temps, les pouvoirs publics nous disent il faut que vous réfléchissiez à l'inclusion bancaire. On leur dit fume. C'est pas du belge, mais fume. Vous ne pouvez pas nous dire attendez, vous allez dans un égocentrisme total, et en même temps, non, cocooning, non. Donc, on est aujourd'hui devant des mutations très lourdes de l'assurance, de la banque. Moi, la banque entreprise est beaucoup plus mature sur tout ça. Et le consumérisme, il existe beaucoup moins. Et donc, vous le comprenez, pour moi, un des enjeux majeurs, c'est d'être capable de continuer demain à être, comme je l'ai mis, efficient, de se développer, d'apporter du service et d'avoir une approche qui soit aussi participative et de solidarité. Donc, à la fois des menaces, des plus sur les banques mutualistes, je vous les ai décrits, des menaces propres au fait qu'on est atypique et dans notre monde, on n'aime pas ce qui est atypique, et encore moins la BCE, et puis des menaces sur le monde de la banque, le monde de l'assurance et même le monde de l'asset management du fait de toutes ces technologies qui vont changer le comportement. Ce n'est même pas une approche, savoir si nos réseaux vont changer, ça c'est même plus le sujet. Et de toute façon, on va retomber sur un modèle très à l'américaine. Parce que, ce que je vous ai dit, la réglementation, elle joue aussi. Prenons, on parlait du fameux crédit à taux fixe qui est révisable à la baisse. Crédit à taux fixe. Les autorités nous disent il va falloir que vous mettiez des fonds propres en face des taux fixes. Quand c'est un taux variable, c'est mieux. Parce que les autorités n'ont qu'une peur. Ce n'est pas tellement le consumérisme, ils s'en foutent. C'est le risque. Donc on gère le risque. Est-ce qu'il est porteur intéressant pour le client in fine? Ce n'est pas leur problème. Donc on va mettre des fonds propres devant le taux fixe. Donc l'idée, c'est de faire du taux variable. Et le taux variable, c'est l'Espagne. C'est les États-Unis. Après, on nous dit, attention, refinancement. Donc le mieux, parce que c'était prodigieux, 2007-2008, l'ennemi, ce n'était pas la finance, c'était la titrisation. D'ailleurs, c'est venu de la BNP, ça a suivi, ça avait plus ou moins. Très bien. Aujourd'hui, la BCE, les agences de notation, elles n'ont qu'un mot à la bouche. Titrisation. Pourquoi? Pour vider le bilan des banques. Parce que quand vous avez vidé le bilan d'une banque, il n'y a plus de risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, moi je trouve ça très sain. Ça veut dire que nos crédits sont, comme dans les structures anglo-saxonnes, vendus tous les ans à des investisseurs. Et les investisseurs, ils demandent un prix. Et le prix intrinsèque. Et un crédit hypothécaire, ça vaut tant. Ça ne vaut pas le cross-selling. Et on revient à ce que je vous disais dans la slide précédente. On multiplie l'intérêt prix par prix, produit par produit. Donc c'est une vraie mutation de la banque, c'est une vraie mutation de l'assurance que nous sommes en train de vivre. Bon voilà, je peux continuer à l'infini parce que c'est des sujets qui me passionnent, mais je commence à m'éloigner, et puis le temps passe. Voilà. Je vais poser la première question. En quoi le fait d'être mutualiste plutôt que commercial ou capitaliste
vous permet de répondre à ce défi, notamment le dernier que tu as évoqué, de façon plus efficace On est a priori plus crédible. On est a priori plus crédible, notamment dans la dimension dont je parlais tout à l'heure de créer une communauté autour et de faire comprendre que il y a moins de pertes en ligne. Et donc, on ne sert pas uniquement un capitaliste. Vous savez qu'en France, le capitaliste a une image pourrie. On peut que le regretter, mais c'est comme ça. Et donc, les gens ont plutôt tendance à se dire que, travaillant ensemble, ils sont prêts à faire un peu, pas beaucoup, un peu de sacrifice. Et si on le fait par la preuve, disant que, notamment, moi j'ai une fondation qui, dans la région, met plus d'1 million d'euros par an. Bon, ça commence à faire, ça pèse. Mais j'ai aussi des clients, des sociétaires, qui me disent ce million-là, on préférait l'avoir avec une baisse de prix. Donc c'est une vraie question. Je pense que l'idée, elle est beaucoup plus dans la capacité à dégager à moyen terme des projets, à mener à moyen terme des projets, et avoir une vision plus morale, sans qu'elle soit moralisatrice, de la banque, en tout cas rendue client. Ce qui ne veut pas dire qu'elle l'est en réalité, sauf chez nous, bien entendu. Mais je crois qu'on est dans le psy aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de solution intrinsèque. Quand je te dis qu'on est exactement la même chose et les mêmes contraintes, il n'y a pas de raison que... Donc c'est nos clients qui viennent pour d'autres raisons. Je suis à peu près sûr que dans un moment, on aura des clientèles qui seront relativement différentes entre les différents établissements. Et je crains plus, en tout cas pour la partie retail, ce qui va se passer autour de la digitalisation dans les structures plus capitalistes, qui d'ailleurs organisent. Je veux dire, quand on voit ce que fait la BNP avec Hello Bank, c'est vraiment sa volonté d'avoir de niveau et de vider ses agences pour que la plupart des choses soient faites par smartphone. Mais comment, à un moment, on récupère le client? Parce que dans ce cas-là, pourquoi il ne va pas chez Boursorama? Pourquoi il ne va pas chez Fortunéo? Et j'en passe, c'est aussi drôle. Et donc, il est pour nous important d'être différenciant, et différenciant notamment par le facteur humain, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que ça marchera? Tu m'inviteras, on en reparlera. Question qui va paraître peut-être un petit peu bizarre. Quand vous avez montré tout à l'heure la carte de France avec les différentes caisses régionales, j'espère que c'est la bonne terminologie. Oui. J'ai vu 2 caisses, la région nord et nord-ouest, nord-est, pardon, avec comme suffixe Europe. Je me suis demandé pourquoi. J'ai pas eu le temps de voir toutes les autres, mais enfin, il me semble qu'il n'y a que ces deux-là qui ont le suffixe Europe. Pourquoi? Quel est le sens? Pourquoi ce choix de nom? Pourquoi? Alors, je ne vais pas parler de Centre-Est Europe, parce que bon, j'ai une idée du pourquoi, mais je vais parler de moi, donc je sais réellement pourquoi, c'est-à-dire Nord-Europe. En réalité, le Crédit Mutuel Nord-Europe, c'est la 3e génération. En réalité, c'est dans les années 95, le regroupement de 3 fédérations. Celle qui était Artois-Picardie, une qui était le département du Nord et une qui était les Ardennes et la Marne. Et c'est là où d'ailleurs une des rares fois où la solidarité a joué, parce que ce groupe a souffert, celui d'Artois-Picardie, et il a été repris à la fois par la Fédération du Nord et par la communauté. Et à ce moment-là, c'est devenu, on est passé du Crédit Mutuel du Nord, du département du Nord, à un Crédit Mutuel Nord. Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes à Reims, déjà, Crédit Mutuel du Nord, ils disent c'est quoi ce machin? Quand vous êtes dans l'Oise, c'est quoi ce machin? Donc ça, c'était quelque chose, parce qu'il faut que les gens s'identifient aussi. Et donc, on a botté un petit peu en touche quand on est allé en Belgique. Quand on est allé en Belgique, on sortait de la France. Et donc, on s'est appelé Nord-Europe. Et là, les Rémois, les Amiénois se sont retrouvés très fiers dans une structure Nord-Europe, puisqu'en réalité, notre fédération est le Nord de Paris. Donc, c'est vraiment du marketing. Alors après, pour Centre-Est Europe, bon, il y a une dimension allemande, mais bon, pour ceux d'entre vous qui connaissent un minimum le Nord,
quand vous êtes à Lille, vous êtes en Belgique dans 10 minutes de voiture. Je vais plus vite de mon bureau à mon siège à Bruxelles que je ne vais à Vitry-le-François dans la Marne. Dans un cas, je mets même pas 1 heure porte à porte, dans l'autre, je mets 2 heures et demie. Jamais oublier que Lille, c'est aussi la capitale des Flandres. Pas oublier, là aussi, que c'est ce bon Louis XIV qui a remis la main sur tout ça. Donc, quand je suis allé en Belgique, en Flandre, ce qui était amusant, c'est que j'avais un certain nombre de mes administrateurs du nord de l'île qui avaient un patois qui était du flamand. Et donc, ils parlaient flamand. Donc, il y avait une continuité géographique et humaine assez forte. Et puis, ici, je vais cyniquement. Pourquoi je suis allé en Belgique ? Parce que, je vous ai dit, mes territoires, c'est 7 départements du nord de la France. Le nord, le Pas-de-Calais, l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Somme et l'Oise. C'est les Hauts-de-France plus 2 départements. Je pense qu'il n'a échappé à personne comment voter ces départements. C'est des départements qui ont une vraie souffrance sociale, indiscutable. Et je ne fais pas dans le misérabilisme. Ça, allez-y, vous allez voir. Il y a Lille, et puis en dehors de Lille, c'est un peu compliqué. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas là-dessus que j'avais gagné de l'argent. En revanche, quand vous avez la Flandre à côté de vous, qui est quand même la 2e ou 3e région en PIB par habitant en Europe, c'est quand même un peu dommage de ne pas en profiter. Donc, la proximité géographique, la Flandre traverse sa frontière, elle traverse le Quiévrin. C'est une source financière pour ramener de l'argent en développement dans nos territoires, nos 7 départements. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Et Nord-Europe donne une dimension plus sympathique pour les gens. Oui. Micro, maintenant. Micro. Je voudrais savoir à quoi correspond la cotation qui est assez minime du CIC. Intéressante question. Je pense que personne ne s'est occupé réellement de pourquoi on ne la sortait pas de la cote. C'est tout. Parce qu'en plus, elle est... Il me semble que de la valorisation, elle est assez faible par rapport à ses fonds propres. Ça, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Jean-Pierre Mustier nous a sorti la même phrase, disant implicitement, et le professeur de finance que je suis en était relativement heureux, qu'on ne commande pas un cours de bourse parce qu'un cours de bourse, c'est un cours de bourse, et donc, dans un moment T, c'est le bon cours, quoi, essentiellement. C'est ça ta réponse ? À ceci près, quand il y a 1,5% de l'an, je ne vais pas vous dire qu'en l'inverse, que le cours est complètement représentatif de tout. Oui. Pas, En l'espèce. Il suffit de voir le volant. En l'espèce. Et le cours. Mais ça, c'est pas, je ne veux pas commenter le cours de bourse ici. J'aurais une petite question concernant le management et les prises de décision, puisque vous avez très bien expliqué la différence entre le côté mutualiste et les banques qu'on appelle commerciales. Par contre, la base, c'est quand même justement que ce sont les acteurs locaux avec la connaissance locale qui essayent d'impulser quelque chose et de créer les produits. On a vu qu'avec le développement et le côté un petit peu certaines contraintes, voire réglementaires ou internationales, et la concurrence des banques commerciales, vous avez développé des solutions, d'ailleurs marketées de façon différente sur certains produits et que la gamme est très complète. Mais comment est-ce que vous faites pour justement gérer le développement des produits en accord avec chacune des fédérations, et comment est-ce que vous maintenez justement cette cohésion entre les fédérations et les décisions de management ? C'est une très bonne question parce qu'elle est désagréable, en réalité. Alors, la première partie de la question, attention, quand je disais produits, ce n'est pas les élus localement qui créent les produits. Il y a quand même une double hiérarchie. Il y a ce qu'on appelle les techniciens et ce qu'on appelle le mouvement chez nous. Et donc, les techniciens sont, et chaque fois que le mouvement va un peu trop dans la technique, on lui dit « vous n'êtes pas dans votre boulot ». C'est la première remarque. Après, votre question qui est plus gênante, elle est autour de l'uniformité ou de la cohérence. Vous n'avez pas parlé d'uniformité, mais de cohérence. La cohérence, bon, à l'intérieur des fédérations, on les crée de façon assez forte quand même. Alors, en termes de produits. Ça, je veux dire, une caisse locale ne va pas pouvoir distribuer un produit qu'elle aura arrangé à sa sauce.
En revanche, point important, aujourd'hui au Crédit Mutuel, vous avez à peu près 95% des décisions d'accords, de clôture, qui sont faites au niveau vraiment de la caisse locale. Donc ça reste quand même vraiment très, très localisé. Après, où je dis que ça devient plus compliqué, c'est quand vous parlez au niveau des fédérations. Les fédérations ont la tentation d'avoir le même produit, mais. Et souvent, le diable est dans le mais. Alors, ce qui freine, c'est deux choses. D'abord, l'informatique. Au Crédit Mutuel, il y a deux grandes informatiques. Il y a une informatique qui regroupe 15 fédérations et une autre 3. À l'intérieur des 15, je veux dire, ce n'est pas les mêmes produits. Il y a quand même un moment, on essaie de ne pas multiplier à l'infini les difficultés. Donc ça, c'est un premier élément fédérateur. Le deuxième élément fédérateur, c'est la compliance. Compliance chère à nos autorités bancaires, qui fait que tous les produits, normalement, je reviens à ma pyramide de tout à l'heure, elle doit être surveillée par la Confédération. Et donc donner son blanc-seing ou non à ce niveau-là, sur tout ce qui se fait là-haut au niveau des fédérations. Là, on rentre dans le dur, dans le structure mutualiste. Parce que les autorités nous disent on veut une compliance nationale, on leur dit non, il y a une subsidiarité. Et tant qu'elle n'est pas atypique, il n'y a aucune raison qu'il y ait une uniformité. Ça, c'est un des points de différence et de divergence lourds que nous avons avec les autorités. Elles veulent bien voir 2100 caisses locales pourvu qu'elles ne voient qu'une tête. On leur dit non, ce n'est pas ça. OK, il ne va pas y avoir 2100 têtes, mais ne comptez pas sur nous pour ne voir qu'une tête. Et on revient, on ne comprend pas votre machin. Et nous, on voudrait que. Ben, on leur dit non. Mais votre question est légitime. Mais je vais dire, c'est l'essence même de notre structure si on commence à dire sinon on devient une banque unique. Hein, et c'est plus simple. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé d'engagement sociétal, d'implication dans la vie locale et de solidarité. J'aimerais savoir s'il y a une démarche d'impact investing. Qu'est-ce que vous entendez par cela, démarche d'impact investi à la fin? Comment c'est-à-dire si on revalide, comment à impact. Si on fait une étude d'impact de tout ça. Oui. Bon. C'est toujours un peu difficile pour deux raisons. La première, là aussi je vais être très transparent avec vous, vous avez parfois du mal à séparer ce qui est du commercial d'une approche purement investissement sociétal. Je veux dire très franchement, c'est pas quand le Crédit Mutuel s'impose comme la banque de la musique. Sans nous, il y a un certain nombre de choses qui ne se feraient pas. Est-ce que ça aurait une dimension sociétale majeure? Je n'en sais rien. En revanche, je cite un exemple, l'Orchestre national de Lille, un des meilleurs orchestres français. Nous avons la chance d'avoir une très grande salle qui est le stade Pierre-Mauroy, qui peut se mettre dans une grande salle de 25 000 personnes. Tous les ans, nous sponsorisons une opération de l'Orchestre national de Lille dans ce stade. Quel est l'intérêt? C'est que nous avons plusieurs milliers de places qui sont vendues 10 €. L'auditorium de l'ONL, c'est 1000 places et le moins cher, c'est 30, 40, 50 €. Sans que ce soit très très cher d'ailleurs. Et donc, vous permettez d'avoir un impact et une vision de gens qui ne découvriraient jamais la musique classique sans ça. L'Opéra de Lille. L'Opéra de Lille, 1000 places, même pas. Quand vous faites une soirée, vous avez 30 tapis few. Bon, ok. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que nous faisons une captation. Et cette captation, elle est rediffusée dans 10, 12 salles dans notre territoire. Et des gens qui y vont gratuitement. Et qui vont découvrir, avec la seule difficulté de sortir de chez eux pour aller à la salle qui est prévue à cet effet, et découvrir un opéra, et un opéra plutôt de qualité. Là, on va retransmettre Nabucco d'ici peu. Donc, c'est des manifestations comme... Le but, pour moi, c'est de permettre à chaque fois à des gens de rentrer dans des milieux qu'ils ne feraient pas si on ne sponsorisait pas.
Ce n'est pas offrir 500 places. Ça, je vous dis, c'est la dimension commerciale. J'offre 500 places à mes clients, tirage au sort. Bon, ils sont contents. Vous allez voir le 2 juin. Prodige. Grande émission à la télé. Soutenue par le Crédit Mutuel et par nous parce que c'est à Lille. L'intérêt pour nous, on donne aux enfants des places pour leurs parents. Qu'ils soient chez nous ou pas. Tandis que dans les 1000 places gagnées, c'est généralement nos clients. Plus grand chœur, 10 000 choristes qui seront là avec des chœurs professionnels. C'est donc, j'insiste parce qu'on est très présent sur la partie culture-musique. Mais je peux vous donner d'autres exemples. Mais je vais avoir du mal à vous répondre combien ça fait, est-ce que vous avez, et ce n'est pas ce que vous avez dit madame, hein, mais un retour sur investissement de tout ça. L'EDEC, beaucoup moins prestigieux que la maison qui nous réunit aujourd'hui. Mais après tout, tiens quand même son rang. Ils sont à Singapour aussi, donc c'est très mince. Donc là-dessus, nous donnons des bourses. Apparemment, on a le nom du grand auditorium de... On se dit, bah, pourquoi ils donnent tant d'argent pour le grand auditorium? C'est pas ça. Ça permet de payer 80 bourses à des élèves de nos territoires pour payer, parce que l'EDEC ne veut pas que ça aille au-delà, jusqu'à 50% de leurs frais d'études. Ça, c'est une vraie dimension. C'est une vraie dimension. Alors, vous allez me dire, si vous ne le faisiez pas, ils se débrouilleraient peut-être. Peut-être. Mais nous le faisons. Une opération que nous faisons avec l'IEP de Lille. L'IEP de Lille a entamé dans nos territoires une opération en seconde, première et terminale qui est une sorte de formation parallèle, officiellement pour permettre aux élèves progressivement, et c'est vraiment très très bien fait, de présenter avec plus de chance le concours de l'IEP de Lille, mais de façon plus générale, un certain nombre de structures, que ce soit les classes préparatoires, HEC-ES, enfin, plus sens social. Alors, on dirait qu'il y a des maths, mais bon, plus la partie dimension sociale. C'est assez prodigieux. Il y a 180 gamins par promotion. Ils sont réunis 4 fois par an pendant 2 jours avec des séminaires. Et tout au long de l'année, c'est un CNED. Pour les vieux machins comme nous qui connaissaient ça, le centre par correspondance. Et donc, ils ont des examens. Ils ont des examens à distance, il y a des profs qui corrigent. Ça donne la capacité à des gens, j'ai vu de rois paumés dans leur lycée, de faire autre chose. Et là-dessus, il y a une dimension, parce que je parle de notre fondation, elle est essentiellement tournée soit autour de la culture, soit autour de la formation, parce que je crois que c'est un des enjeux majeurs dans nos pays. Et puis, il y a un dernier élément, et je m'en arrêterai là sur la preuve. On a été les premiers à créer une caisse solidaire dans nos territoires. C'est-à-dire qu'on a fait du microcrédit. Et c'est très intéressant. C'est crédit à 500 €, à 1 000 €, le permis de conduire, parce que le type, il ne sait pas, il n'a pas d'argent, il faut lui acheter une voiture, parce que s'il n'y a plus de voiture, il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus aller bosser. Et là-dessus, on avait dans notre conseil à la fois des élus de chez nous, et en même temps du monde associatif et d'économie sociale et solidaire. Ça a été un choc, et pas du tout au sens où vous pouvez le penser. Les gens de l'économie sociale et solidaire ont tapé les doigts de mes administrateurs en leur disant « Attendez, c'est pas ça qui se passe. C'est pas un bureau d'aide sociale. Le but, c'est de responsabiliser les gens. C'est de les faire re-rentrer dans le système où, au contraire, ils sont sur la frange qui ne basculent pas du mauvais côté. Ça veut dire que des taux d'intérêt, ils ne sont clairement pas à zéro. Vous n'allez pas mettre du 10%, ce n'est pas le prix du risque parce que ça n'a pas de sens, mais il faut qu'ils payent un intérêt. Quand ils commencent à plus payer, vous devez tout de suite aller les rechercher. Et à chaque fois, ils ont un parrain. On retombe dans le principe de la pression sociale autour du microcrédit. Hein. Ça n'a rien de prodigieux. Et nos élus, eux, c'était vraiment « ben non, le pauvre type, on ne va pas aller chercher de l'argent, on ne va pas lui faire payer d'intérêt ». Les gens nous ont dit « c'est pas ça, hein. Vous ne leur rendez pas service ». Et on fait là-dessus environ 500 000 – 600 000 € de crédit autour de ça. Alors on l'a sorti de nos caisses locales
Parce que, évidemment, c'est totalement hors norme. Et nos élus dans les caisses locales, ils vont dire pourquoi vous refusez un dossier qui nous paraissait très bon alors que vous allez accepter ce truc pourri. Mais oui, mais ce n'est pas du tout la même vision. Et d'ailleurs, on avait des partenariats avec l'ADI et avec quelqu'un qui vient de prendre la présidence du mouvement En Marche. Donc voilà des preuves, je dirais, pratiques. Après, je veux dire, il y a l'animation commerciale, il y a la fête du Schmoll, le vélo du Schmoll. Bon, mais ça, et on colle du crédit mutuel. Je ne pense pas que ça rentre dans la dimension qu'on recherchait. Mais sur le reste, pour moi, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Ok. Voilà. Bon, moi je crois que l'heure est largement dépassée. Bien, écoutez. Donc, merci.